Nous allons donc lire ce soir Abandonné par Disney, qui est donc à la base écrit par Christopher Wolfe. Je crois qu'il s'appelle Slimy quelque chose. Et donc ça s'appelle Abandoned by Disney. Et là c'est une version qui a été traduite sur un forum par une certaine personne qui s'appelle The Beauty and the Beast. Donc nous reprenons sa traduction directement. Ce n'est pas moi qui l'ai traduit, je précise. Et c'est parti. Certains d'entre vous ont peut-être entendu dire que Disney Corporation est responsable de l'existence d'au moins une véritable ville fantôme. Disney a construit le resort de l'île au trésor sur Baker's Bay aux Bahamas. Cependant, ça n'a pas toujours été une ville fantôme. En réalité, les bateaux des croisières Disney faisaient même escale sur le resort et débarquaient les touristes pour leur permettre de se détendre dans le luxe. C'est un fait avéré, vous pouvez vérifier. Disney a investi 30 millions de dollars sur ce projet. Oui, 30 millions de dollars. Puis, ils l'ont abandonné. Disney a commencé par blâmer les eaux peu profondes, trop peu profondes pour permettre à leurs navires de manœuvrer en toute sécurité. Ils accusèrent ensuite les employés, puisqu'ils venaient des Bahamas, ils étaient trop fainéants pour travailler à des horaires réguliers. C'est là que s'arrête la version officielle des faits. Ce n'était pas la faute du sable, et encore moins celle des étrangers fainéants, mais l'un dans l'autre, ces excuses étaient pratiques. Non, je doute sincèrement de la légitimité de leurs arguments. Pourquoi est-ce que je n'avale pas leur laïus officiel ? À cause du palace de Mowgli. Aux alentours de l'île d'Emeraude, ville côtière de Caroline du Nord, Disney a commencé la construction du palace de Mowgli, à la fin des années 90. Le principe était un resort entièrement thématisé sur la jungle avec, vous imaginez bien, un gigantesque palais au beau milieu de tout cela. Si vous ne connaissez pas le personnage de Mowgli, eh bien vous devriez vous remémorer l'histoire du livre de la jungle. Si vous ne l'avez pas lu, vous devez sûrement le connaître à travers le dessin animé produit par Disney il y a de cela des dizaines d'années. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle, élevé essentiellement par des animaux et parallèlement menacé, poursuivi par d'autres animaux. Dès le départ, le palace de Mowgli a été une entreprise controversée. Disney a acheté un nombre incalculable de terrains hors de prix pour le projet. Un scandale a même éclaboussé certains de ses achats. Le gouvernement local a exproprié des gens pour revendre les terrains à Disney. C'est donc dans ce contexte qu'une maison fraîchement construite a été immédiatement détruite sans plus d'explication. Les terrains réquisitionnés par le gouvernement devaient, soi-disant, servir au projet de construction d'une autoroute imaginaire. Sachant très bien de quoi il en retournait, les gens ont commencé à appeler ce projet fictif l'autoroute Mickey Mouse. Ensuite, il y a eu le concept art, un groupe de costumes 3 pièces de chez Disney Corporation a tenu un meeting en ville. Ils ont en fait essayé de faire avaler à tout le monde à quel point leur projet serait lucratif et bénéfique pour tous. Quand ils ont montré leur concept, ce gigantesque palais indien, entouré par la jungle, le tout rempli d'hommes et de femmes habillés de pagnes et autres habits tribaux, inutile de préciser que personne n'a été emballé par toutes ces idées saugrenues. Nous parlons ici d'un immense palais indien de jungle et de pagnes, le tout au beau milieu d'une banlieue plutôt chic, mais surtout au milieu d'une population relativement xénophobe du sud des États-Unis d'Amérique. À ce moment de l'histoire, vous imaginez à quel point ce mélange était douteux. Un individu dans la foule a essayé de se frayer un chemin jusqu'à la scène, mais il a été rapidement intercepté par la sécurité après avoir tout de même réussi à briser sur ses genoux un des tableaux de présentation. À l'image du tableau, Disney a pris ces gens et les a fait plier. Les maisons ont été rasées, les terrains nettoyés, et il n'y avait rien que l'on aurait pu dire ou faire pour arrêter ça. Les chaînes de télé et les journaux locaux étaient à l'origine contre le resort. Mais quelques liens obscurs entre ces médias et les parts détenues par Disney sont entrés en jeu. Ils ont retourné leur veste après s'être fait largement graisser la patte. Bref, quoi qu'il en soit, l'île au trésor, les Bahamas,
Disney a englouti des millions dans ce projet, puis s'est aussitôt ravisé. La même chose s'est produite avec le palais de Mowgli. La construction était achevée, les visiteurs séjournaient même dans le resort. Les habitants des environs étaient inondés par le flux continu des touristes irrités et perdus, et par tous les désagréments qui en découlent. Puis, tout s'est arrêté. Disney mit clé sous la porte et personne ne sut trop quoi penser de tout ça. Mais les gens étaient de façon générale plutôt satisfaits. Pour Disney, la perte qu'occasionna cette fermeture était faramineuse, une aubaine pour la plupart des gens qui ne voulaient pas du palace de Mowgli à la base. Honnêtement, je n'ai pas prêté attention à cet endroit jusqu'à ce que j'apprenne sa fermeture il y a plus d'une dizaine d'années. J'habite à peut-être 4 heures de route de l'île d'Émeraude. Alors je n'en ai jamais vraiment entendu que des rumeurs et encore pas de première main. Puis je suis tombé sur cet article à propos d'un type qui était allé explorer le resort de l'île au trésor et avait créé tout un blog sur son expérience et sur toutes les cochonneries qu'il avait trouvées là-bas. Des trucs juste laissés sur place. Des trucs défoncés, tagués par les employés sur quelque peu agacés d'avoir perdu leur emploi. Cela va sans dire, les habitants du coin ont certainement aussi quelque chose à voir avec la détérioration des lieux. Les gens étaient juste furieux contre l'île au trésor. Il en a été de même pour le palace de Mowgli. Si vous ajoutez à cela cette rumeur disant que Disney avait relâché le contenu de ses aquariums dans les points d'eau du coin à la fermeture du resort, y compris les requins, qui ne voudraient pas se défouler un peu sur le matériel après ça. Bref, là où je voulais en venir, c'est que ce blog m'a donné à réfléchir. Quand bien même des années s'étaient écoulées depuis sa fermeture, je pensais que ça pouvait être sympa de faire un peu d'exploration urbaine au palace de Mowgli. Prendre quelques photos, écrire sur mon expérience et probablement voir si je ne pouvais pas trouver un petit quelque chose à ramener en guise de souvenir. Je ne vais pas mentir et vous dire que je n'ai pas traîné pour me rendre sur les lieux, parce que honnêtement, il s'est écoulé encore une année entre la découverte de cet article sur l'île au trésor et mon expédition au palace de Mowgli. Au cours de cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le palais du resort. Enfin, du moins j'ai essayé. Naturellement, il n'y avait aucun site officiel de Disney ou lien qui faisait référence à cet endroit. Les informations ont été méticuleusement nettoyées. Encore plus étrange cependant, c'est qu'apparemment personne avant moi n'avait songé à bloguer à propos de cet endroit, ou bien même simplement poster une photo. Aucun site internet de journal ou chaîne télé locale ne pipait mot au sujet du resort. Néanmoins, il n'y avait rien de bien surprenant là-dedans, quand on sait qu'ils étaient tous à la botte de Disney. Ils n'auraient tout de même pas voulu laver leur linge sale en public, si ? Récemment, j'ai appris que les grandes entreprises pouvaient demander à Google, par exemple, de supprimer les liens des résultats de recherche. Principalement pour de mauvaises raisons, évidemment. Si on y réfléchit bien, ce n'est probablement pas parce que personne n'a parlé du resort, mais plutôt qu'on ne pouvait pas accéder aux articles. Finalement, j'ai failli ne jamais trouver comment me rendre sur les lieux. Tout ce que j'avais, c'était une carte vieille comme Hérode, que j'avais reçue dans ma boîte aux lettres plus tôt dans les années 90. C'était un objet promotionnel envoyé aux personnes qui avaient récemment visité Disney World, et je suppose que c'était mon cas puisque j'y suis allé à la fin des années 80. On peut imaginer que c'était récent. Puis, j'ai finalement remis la main dessus par hasard. Je l'avais rangé au milieu de mes livres et BD d'enfance. Je ne m'en suis souvenu qu'après 10 mois de recherche infructueuse. Ça m'a pris encore quelques semaines pour retrouver les cartons dans lesquels mes parents avaient jeté tout ça. Mais je l'avais. J'ai vite compris que les résidents ne me seraient d'aucune aide. Pour la plupart, ils avaient emménagé sur la côte ces dernières années. Et les seuls habitants de longue date que j'ai pu croiser ont simplement reniflé d'un air dédaigneux en esquissant des gestes grossiers à l'instant même où je commençais à leur dire « Où est-ce que je pourrais trouver le palace de Moog ?» Le voyage m'a conduit à travers un gigantesque couloir de végétation tropicale. Proliférant de tous les côtés, les plantes exotiques se mélangeaient aux espèces végétales bien locales qui tentaient courageusement de s'imposer en ces lieux. Je suis tombé des nues lorsque j'ai enfin atteint l'entrée principale du resort. Une énorme porte monolithique en bois, dont les chambranles semblaient avoir été taillées dans des séquoias géants. L'entrée elle-même semblait avoir été abîmée, creusée par des pivers et rongée à sa base par des insectes rampants. Accrochée à l'entrée, il y avait une plaque de métal, juste de la ferraille, sur laquelle on avait grossièrement écrit à la main ces lettres noires.
abandonné par Disney. C'était là clairement l'œuvre d'un ancien habitant ou d'un employé qui aurait voulu un peu protester. Les portes étaient assez ouvertes pour que l'on puisse passer à pied, mais pas en voiture. Alors j'ai attrapé mon appareil photo et ma carte dont les revers montraient un aperçu du resort, et je me suis mis en route. À l'intérieur, le sol du palace était tout comme l'entrée, envahi par la végétation. Des palmiers se tenaient là, misérables, en piteux état, gisant au beau milieu de leur propre tas de noix de coco. Tout comme les bananiers inertes dans leurs propres déchets puants et grouillants d'insectes. Il y avait une sorte de combat muet entre l'ordre et le chaos. Les fleurs pérennes étaient soigneusement plantées en parterre auxquels se mélangeaient de grandes herbes folles et des champignons noirs nauséabonds. Tout ce qui restait des structures extérieures n'était que brisures de bois pourris et divers morceaux de matériaux non identifiés. Ce qui devait être un point d'information ou un bar en plein air était maintenant un simple tas de débris en tout genre, mis en pièces par le vandalisme et ravagés par les aléas du temps. La chose la plus intéressante que j'ai pu trouver au rez-de-chaussée était une statue de Balou, l'ours amical du livre de la jungle. Il était installé au centre d'une sorte de cour face au bâtiment principal. Il était figé à jamais dans un geste jovial, un salut destiné à personne, le regard dans le vide et souriant avec bonhomie de toutes ses dents, tandis que les oiseaux déféquaient allègrement sur chaque centimètre carré de sa fourrure et de son piédestal, déjà aux prises avec les plantes grimpantes. J'approchais le bâtiment principal, le palace, pour finalement trouver l'extérieur de l'édifice couvert de graffitis, là où la peinture d'origine ne s'était pas encore effritée sur le sol. Les portes principales n'étaient pas seulement ouvertes, non. Elles avaient été arrachées de leurs gonds et volées. Au-dessus des portes d'entrée, enfin du trou béant où elles auraient dû être, quelqu'un avait encore une fois peint « Abandonné par Disney ». J'aurais aimé vous parler des choses dingues que j'ai vues à l'intérieur du palace. Des statues laissées pour compte, des caisses enregistreuses abandonnées, une société secrète de sans-abri vivant en totale autarcie. Mais non. L'intérieur du bâtiment était si austère, si minimaliste, que j'en suis venu à penser que les gens étaient venus voler les moulures des murs. Tout ce qui était trop gros pour être emporté, comptoir, bureau, arbre artificiel géant, tout ça reposait au beau milieu de cette pièce gigantesque, résonnante et vide. Elle répercutait à l'infini l'écho du moindre de mes pas comme un lent ratatatata de mitraillette. J'ai jeté un coup d'œil au plan et je me suis rendu à tous les endroits qui me paraissaient, d'une façon ou d'une autre, intéressants. La cuisine était comme vous pouvez l'imaginer, une énorme et industrielle avec tout l'espace et le matériel nécessaire. Rien ne manquait, on avait dépensé sans compter. La moindre surface vitrée avait été brisée, toutes les portes avaient été arrachées de leurs gonds, toutes les surfaces métalliques étaient cabossées et de toute évidence à coups de pied. Dans tout le local émanait comme une odeur d'urine rance. L'énorme congélateur, pas même légèrement frais depuis le temps, exhibait rangée après rangée ses étagères résolument vides. Des crochets pendaient du plafond, probablement pour accrocher les pièces de viande. Et comme je restais ici un moment à observer la pièce, j'ai remarqué qu'ils se balançaient tous. Chaque crochet se balançait dans une direction différente, indépendante des autres. Mais leur mouvement était si lent et léger que c'était presque imperceptible. J'imagine que c'était en fait à cause de mes pas. Alors j'ai coupé l'élan d'un des crochets, en le maintenant fermement dans mon poing, pour ensuite le relâcher doucement. Mais au bout de quelques instants, il a recommencé à se balancer. Les toilettes communes étaient à peu près dans le même état que le reste de l'édifice. Tout comme dans le resort de l'île au trésor, quelqu'un avait méthodiquement brisé chaque vasque de porcelaine avec des noix de coco ou à l'aide d'autre chose. Il y avait un demi-centimètre d'eau croupie et puante sur le sol, au point que je n'ai pas pu tenir très longtemps dans la pièce. Ce qu'il y avait d'étrange dans ces toilettes et lavabos, sans oublier les bidets dans les toilettes de dames, oui j'ai osé y aller, c'est qu'ils fuyaient, goûtaient ou laissaient carrément échapper un filet d'eau. Il me semble que l'arrivée d'eau aurait dû être coupée depuis longtemps, depuis très très longtemps.
Il y avait une quantité impressionnante de chambres dans le resort. Alors naturellement, je n'ai pas pris le temps de jeter un coup d'œil dans toutes. Les quelques rares que j'ai visitées avaient toutes été retournées. Je n'espérais donc pas trouver quoi que ce soit dedans. Je me suis demandé cependant s'il n'y avait pas une télévision ou une radio dans une des chambres, parce que je pensais sincèrement avoir entendu une conversation un peu étouffée. Les bruits m'ont un peu fait penser à des soupirs, probablement l'écho de ma propre respiration qui résonnait dans le silence, ou simplement mon esprit qui me jouait des tours, en interprétant le chouinement de l'eau émanant d'une fuite. Ça ressemblait un peu à ça. Je n'arrive pas à y croire. Réponse courte et inaudible. Je ne pouvais pas savoir. Ton père t'avait pourtant prévenu. Réponse inaudible. Ou peut-être des sanglots. Je sais, dit comme ça a l'air ridicule. Mais je vous explique juste mon ressenti, mon expérience. Pourquoi j'en suis venu à penser qu'il y avait peut-être quelque chose de bien vivant dans cette chambre. Au pire, un vagabond qui avait fait main basse sur l'endroit et n'aurait probablement pas hésité à me poignarder. De retour à l'entrée principale du resort, j'ai bien été forcé de reconnaître que je n'avais rien vu de semblable. J'avais perdu mon temps en faisant ce voyage. Comme je regardais au-delà de la porte, j'ai enfin remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour. Quelque chose d'intéressant qui m'avait apparemment échappé. Au moins une chose que je pourrais montrer. Je m'étais finalement pas donné tant de mal pour rien, même si ce n'était qu'une photographie. Il y avait cette statue de python si réaliste qu'elle paraissait vivante, peut-être 3 mètres de long, enroulée sur lui-même. Il semblait prendre un bain de soleil sur son piédestal au centre de la cour. Le soleil allait bientôt commencer à se coucher, alors la lumière avait un rendu parfait à travers l'objectif d'un photographe. J'ai approché le python pour le prendre en photo. Ensuite, je me suis mis sur la pointe des pieds pour en prendre une autre. Je me suis approché encore plus près pour prendre en photo les détails de sa tête. Doucement, tranquillement, le python a levé sa tête, m'a regardé droit dans les yeux, s'est tourné et s'est laissé glisser le long de son piédestal à travers les herbes et les arbres. Ces 3 longs mètres lentement accompagnés, sa tête avait disparu dans les bois bien avant que le bout de sa queue ne quitte le point baigné de soleil. Disney avait relâché tous ces animaux exotiques sur place. À l'endroit où je me tenais, mon plan indiquait la maison des reptiles. J'aurais dû m'en douter. Après ce que j'avais lu sur les requins de l'île au trésor, j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait ça. J'étais estomaqué. J'étais proprement stupéfait. Ma mâchoire devait être ballante, bouche béante, pendant un bon moment avant que je ne redescende sur terre et que je réussisse à la refermer. J'ai cligné plusieurs fois des yeux et je me suis éloigné de l'endroit où le serpent s'était tenu en direction du palace. Quand bien même il était bel et bien parti, je n'ai pas demandé de mon reste et j'ai rebroussé chemin jusqu'à l'édifice. J'ai pris quelques grandes inspirations et me suis donné quelques petites claques sur le visage afin de recouvrer mes esprits après ces émotions. J'ai cherché un endroit où m'asseoir parce que j'avais les jambes en coton après ce qui s'était passé. Bien évidemment, il n'y avait aucun endroit où se reposer, à moins de vouloir s'installer sur des débris de verre ou sur un tapis de feuilles mortes. J'aurais aussi pu me hisser sur un bureau, mais la solidité du meuble était discutable. En entrant, j'avais aperçu des marches à côté du hall du palace. Alors j'ai décidé d'aller m'y installer jusqu'à ce que je me sente mieux. La cage d'escalier était assez loin du bâtiment principal pour rester relativement propre, si on fait abstraction de l'impressionnante couche de poussière. J'ai décroché du mur une plaque de métal sur laquelle on avait peint le leitmotiv abandonné par Disney. Je commençais à m'habituer à cette phrase. J'ai posé l'écriteau sur les marches et je me suis assis dessus pour rester à peu près propre. Une fois remis, j'ai suivi des escaliers qui descendaient et conduisaient au sous-sol. J'ai dû utiliser le flash de mon appareil photo en guise de lampe torche. Je pouvais voir que les marches menaient à une porte blindée et cadenassée. Un panneau sur la porte, un vrai panneau cette fois-ci, indiquait « Mascotte uniquement, merci ». Ce panneau avait piqué ma curiosité au vif, pour 2 raisons. La première, c'est que la zone réservée aux mascottes devait certainement receler des vieilleries fascinantes qui ne demandaient qu'à être découvertes. La seconde, c'est que personne n'était descendu ici depuis la fermeture. Pas même un vandale ou un pillard.
sonne. Donc, ça faisait de cet endroit le seul que je pouvais véritablement explorer, éventuellement trouver quelque chose d'intéressant à photographier ou voler, comme ça, sans motif. J'étais venu dans cet endroit après m'être mis d'accord avec moi-même sur le fait que je pouvais ramener ce que je voulais parce que, abandonné. Bref, cela ne m'a pas pris longtemps pour venir à bout de ce cadenas. Pardon, je rectifie, ça ne m'a pas pris longtemps pour venir à bout de la plaque de métal qui maintenait le cadenas au mur. Il est vrai que les années avaient joué en ma faveur. Ils avaient fait le plus gros du travail. Et je n'ai eu qu'à plier la plaque jusqu'à ce que les vis cèdent. À croire que personne n'y avait pensé avant moi, il est aussi fort possible que personne n'ait réussi jusqu'à ce jour. La zone réservée aux mascottes apportait un changement surprenant et bienvenu par rapport à ce que j'avais pu voir dans le reste du bâtiment. Contre toute attente, quelques vieux néons grésillant au plafond diffusaient leur lumière jaune, même s'ils vacillaient et s'éteignaient par intermittence. Comme je m'y étais attendu, rien n'avait été volé ou abîmé, même si le temps avait définitivement fait son office. Les tables étaient équipées de bloc-notes, des stylos, mais aussi des pendules. Il y avait même une pointeuse accrochée au mur avec des feuilles de temps remplies, une par employé. Il y avait des chaises ici et là, et même une petite salle de pause dans laquelle se trouvait une vieille télé à tube cathodique dont l'écran n'affichait plus que des parasites. Sur le comptoir, on avait oublié de la nourriture et des boissons, le tout pourri depuis bien longtemps. On aurait dit un de ces films post-apocalyptiques où tout est laissé en l'état comme si les gens avaient évacué les lieux dans la précipitation. Plus je me perdais dans le dédale des couloirs réservés aux mascottes, plus les choses devenaient intéressantes. À mesure que j'avançais, je remarquais que les bureaux avaient été renversés. Les papiers éparpillés un peu partout s'étaient quasiment incrustés dans le sol humide, et un énorme tapis de moisissure s'étendait et gagnait peu à peu du terrain sur le revêtement pourpre du sol. Tout avait un aspect spongieux. Tout ce qui était en bois se désintégrait en bouillie au moindre contact, à la moindre pression que l'on exerçait dessus. Les vêtements pendus au cintre tombaient en lambeaux moisis si j'essayais de les décrocher. Ce qui m'agaçait, c'était la lumière qui devenait de plus en plus faible et clignotait de plus en plus au fur et à mesure que j'avançais dans les profondeurs humides et suffocantes de ce dédale. J'ai fini par atteindre une porte rayée jaune et noire portant l'inscription « Prep Personnage 1 » tracée au pochoir. Dans un premier temps, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je pensais que c'était probablement là que les costumes étaient rangés et définitivement, je voulais une photo de ce désordre puant et complètement dingue. J'ai essayé autant que j'ai pu, mais qu'importe l'angle ou la façon dont je m'y prenais, la porte ne bougeait pas d'un iota. La situation était restée inchangée jusqu'à ce que je me déclare vaincu et que je commence à rebroucher chemin. Mais j'ai entendu un petit pop, et la porte s'est mise à grincer en s'ouvrant doucement. À l'intérieur, il faisait très sombre, un noir d'encre régnait. J'ai utilisé le flash de mon appareil photo pour m'aider à trouver l'interrupteur de la lumière sur le mur à côté de la porte. Mais il n'y en avait pas. Alors que je continuais à chercher frénétiquement, j'ai été coupé dans mon élan par un fort bourdonnement électrique. Les néons au plafond se sont soudainement allumés. Ils se sont mis à vaciller comme tous ceux qui avaient éclairé mon chemin jusqu'ici. Mes yeux ont mis quelque temps à s'habituer. Il m'a semblé que la lumière allait être de plus en plus vive jusqu'à faire exploser les tubes en néon. Mais juste à l'instant où je pensais qu'on avait atteint le moment critique, la lumière a diminué un peu et s'est stabilisée. La pièce était exactement comme je l'avais imaginé. Différents costumes de personnages Disney étaient accrochés au mur, les uns à côté des autres, comme autant d'étranges cadavres de dessins animés, pendus à des cordes invisibles. Le fond de la pièce était occupé par une rangée de pagnes et de vêtements tribaux accrochés à des cintres. Ce qui m'a semblé étrange, et ce que je voulais absolument photographier, c'était le costume de Mickey Mouse. Il se trouvait au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était allongé sur le dos, à même le sol, comme la victime d'un meurtre. La fourrure du costume était pourrie et tombait en lambeaux, laissant apparaître des trous. Néanmoins, ce qui était encore plus étrange, c'était la couleur de son costume. C'était comme un négatif du véritable Mickey Mouse. Noir, là où il aurait dû être blanc,
et blanc là où il aurait dû être noir. Quant à son short, qui à l'origine était rouge, il était bleu clair. La vue de cette chose était assez repoussante pour que je décide de la photographier en dernier. J'ai pris en photo la rangée de costumes accrochés au mur, en plongée, en contre-plongée, de côté, pour bien montrer la totalité des costumes bien alignés, ordonnés, avec leurs visages figés et putrides, dont les yeux en plastique de certains manquaient. J'ai ensuite décidé de créer une petite mise en scène, juste la tête décrépite d'un de ces personnages sur le sol crasseux et humide. J'ai saisi la tête du costume de Donald Duck et l'ai enlevée précautionneusement pour que cette chose ne tombe pas en poussière entre mes mains. Comme je regardais droit dans les yeux de cette tête pourrie, un bruit sinistre me fit sursauter d'effroi. J'ai baissé les yeux vers mes pieds, et là, entre mes chaussures, un crâne humain. Il était tombé de la tête de la mascotte et avait éclaté en morceaux. Il ne restait que son visage et sa mâchoire inférieure. Il me regardait, il me fixait de son regard fixe. J'ai immédiatement envoyé valser la tête de Donald, comme vous pouviez vous en douter, et me suis dirigé vers la porte, directement. Comme je me tenais sur le pas de la porte, je me suis retourné pour regarder le crâne qui gisait là, sur le sol. Je devais prendre une photo de ça. Je devais vraiment le faire, pour tout un tas de raisons qui peuvent sembler stupides. Enfin, pas tant que ça si vous y réfléchissez bien. J'aurais besoin d'une preuve de ce qui s'était passé, surtout si Disney se décidait à faire disparaître tout ça. Cela ne faisait aucun doute dans mon esprit, depuis le début, même s'il s'agissait que d'une grossière négligence. Disney était responsable de ça. C'était la raison pour laquelle le resort avait fermé ses portes. J'étais le seul, mis à part Disney, à savoir. Le seul. C'est à ce moment-là que Mickey, ce négatif de Mickey, allongé sur le sol, a commencé à se lever. Il s'est dressé, puis s'est mis debout, bien droit sur ses pieds. Le costume de Mickey, ou peu importe ce qu'il y avait dedans, était là, debout, au centre de la pièce. Son faux visage tourné vers moi, il me fixait. Je m'entendais murmurer « Non, encore, et encore, et encore, et encore ». Les mains tremblantes, le cœur qui cognait violemment contre mes côtes, et mes jambes se changèrent en coton une fois de plus. J'ai réussi à dégainer mon appareil photo et à diriger l'objectif en direction de la créature qui me toisait silencieusement, la tête légèrement inclinée. L'écran de l'appareil photo n'affichait qu'un tas de pixels morts. Ils avaient pris la forme de la créature. C'était exactement la forme de la silhouette du costume de Mickey. L'appareil photo bougeait dans mes mains tremblantes. Les pixels morts se sont répandus, recouvrant l'écran à mesure que Mickey bougeait. Puis, l'appareil photo a rendu l'âme. Il est devenu blanc et silencieux et fichu. J'ai levé encore une fois les yeux en direction du costume de Mickey Mouse. « Hey !» me lança la voix de Mickey, étouffée et glauque à souhait. Mais c'était là une imitation parfaitement exécutée. « Tu veux me voir enlever ma tête ?» Puis, il a commencé à essayer de retirer sa propre tête, maladroitement, avec ses doigts gantés tout autour de son cou, recroquevillés dans des gestes impatients, comme ceux d'un homme blessé qui voudrait s'extirper des mâchoires d'un prédateur. Il faisait courir ses doigts autour de son cou, des litres de sang épais, putride et jaune. J'ai tourné les talons au moment où j'ai entendu des bruits écœurants de tissu et de chair déchirée. Tout ce qui m'importait, c'était m'enfuir, loin, au-dessus de la porte d'entrée de cette pièce. J'ai aperçu un dernier message gravé dans le métal avec un os ou avec les ongles. Abandonné par Dieu. Je n'ai jamais récupéré les photos dans mon appareil photo. Je n'ai jamais fait de blog à propos de tout cela. Une fois que j'ai eu quitté cet endroit, pour ma santé mentale, si ce n'est pour ma propre vie, j'ai su pourquoi Disney avait tout fait pour que personne n'apprenne jamais l'existence de ce lieu. Il ne voulait pas que quelqu'un comme moi entre là-dedans. Il ne voulait pas que quelque chose comme ça sorte de là. Fin.
Du coup, il y en a plusieurs, je crois, dans cette série-là. Et là, vous voyez vraiment le côté creepypasta. C'est-à-dire que on veut l'ancrer dans la réalité par des biais détournés. C'est-à-dire, il faut que ça soit accroché à quelque chose de réel. Disney, Mickey, Nintendo, des jeux vidéo. Voilà. Il faut que ça soit ancré dans la réalité. Il faut qu'il y ait des références parce qu'il y a vraiment un parc abandonné Disney comme ça, hein, je précise. Donc voilà. Et vous avez remarqué que il y a vraiment ce côté technologie aussi. Genre, il prend la photo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui justifient. Par exemple, il a attendu le dernier moment pour prendre la photo de Mickey parce que bah oui, on peut pas avoir Mickey dans le truc, ça fait des pixels négatifs. Beaucoup de justifications comme ça. Et ensuite, eh bien, un classique des creepypasta, prendre une icône connue de tous, Mickey, Mario, Sonic, Link, peu importe, et twister le truc. Une des grosses références de creepypasta, c'est bien évidemment les yeux injectés de sang, le sang qui coule de quelque chose. Voilà. Et donc, clairement, on a un peu tous les trucs des creepypasta, mais je trouve que pour une creepypasta, elle se tient plutôt bien, avec quelques moments plutôt pas mal, et une ambiance très cool, en fait, très urbex, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais voilà. Il y a un parc, en fait, qui s'appelle... Il y en a un, en fait, qui est... Il y en a plusieurs de parcs abandonnés Disney, et il y en a un qui est un vrai parc, qui était un parc où il y a des crocodiles maintenant dedans, mais c'est pas eux qui ont lâché des crocodiles, c'est vraiment voilà. Et donc ça c'est un classique, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est sympa. Merci Solipsis et merci Sarah aussi que j'avais pas vu. Je trouve que c'est sympa, c'est pas mes préférés, je préfère largement les No Sleep, mais il y a une bonne ambiance dans les creepypasta. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, c'est sympa en fait. Sarah, tu remportes les techniques de drague de Maskim, ça te sera absolument utile. Et toi, Solipsis, tu remportes un écran pété par Eric. Donc voilà. Du coup, je dois couper au fait. Pardon à YouTube, j'ai pas coupé la fin.